Bonsoir à tous, on va commencer. Donc aujourd'hui, on vous fait une présentation où il y aura 2-3 trolls malicieux qui vont se trouver dedans, mais ils seront bienveillants. Bon, moi, ce que je tiens à déclarer déjà, c'est que il n'y a eu aucun committeur JPA Hibernate qui a été maltraité durant toute la préparation de cette présentation. Quand même. Donc le sujet qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a des alternatives à JPA, et on va vous présenter une alternative qui est un micro-ORM. On va d'abord se présenter. Et comme on est un peu geek, on a fait une petite application. Donc moi, je suis Youn Chene, c'est gros. Je suis CTO à Creative Data. On fait une plateforme prête à l'emploi de l'extraction de données à la visualisation des données. Je suis aussi activiste au Normandy Jug et à Codeur en scène. Et donc, moi, je m'appelle Pierre Leresteux. Je suis développeur pour la société Masternote. Et je suis également un des co-organisateurs de Codeur en scène. Pierre, tu t'es pas trompé sur ton Twitter, là ? Si, il doit y avoir une erreur. Alors attends, bouge pas. Tu fais faire une mise à jour en bas, ça va direct là. Ouais, on a fait une petite API, donc du coup, je vais directement appeler le service REST pour faire la mise à jour. Alors attends, je récupère d'abord l'entité. Mais t'as un seul champ à mettre à jour ? Ouais, mais bon, c'est un peu compliqué. Du coup, je vais passer toute l'entité directement. Hop. Donc je fais un petit post pour éditer. Ok, ça va faire un update. C'est à peu près ça. Ça va faire un update que j'ai corrigé. Ouais, en effet, j'ai mis un peu trop de trucs. Ok. Hop. Donc je mets à jour. Et du coup, normalement, ça devrait être bon. Ça a planté. Ouais. Une petite erreur. C'est l'effet des mots, hein, désolé. Hibernate exception. Ah, oui, je sais. Non, attends. C'est parce que j'ai une vue. Du coup, là, j'ai envoyé la vue. Bon. D'accord. Mais sinon, j'ai un bouquin si tu veux. Et assez gros, t'en as pour 2 jours. Ouais, c'est ça, je vais en avoir pour 2 jours. Alors attends, je vais récupérer directement mon entité, ça va être un peu plus simple. D'accord. Bon, j'ai un peu plus de champs du coup, mais... Ah, tu balances tout là. Okay. Ouais, je balance tout, ouais. Je suis un fou. Ça va être optimisé. Ouais. En même temps, c'est quand même important de mettre à jour le Twitter. D'accord. Hop. Et là, au miracle... Ouais, 200, cool. Et du coup, ça marche. Voilà. Pierre, t'as plus de talk ? Ouais, ça a dû virer des liens de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. D'accord, un petit troll malicieux. Alors, c'était un petit exemple trivial, mais ça, on l'a trouvé on l'a eu sur une application qui a 4 ans de code, 90 000 lignes. On a compté 12 développeurs qui ont travaillé dessus avec les développeurs qui ont tourné. Il n'y avait pas forcément des méga cadors, mais il n'y avait pas des gros boulets non plus. C'était des développeurs Java normal, des plus forts, des moins forts. Et ça, on l'a eu à la chaîne. Et quand il faut débugger, qu'on a un rollback, on ne sait pas sur quelle ligne, parce qu'il y a eu plein d'appels, on a eu beaucoup de difficultés. Pierre, tu peux nous parler des performances ? Ouais, alors en fait, ce qui nous a vraiment tiqué, c'est que on a eu des gros soucis de performance. Il faut savoir qu'on a une application, il y a à peu près 50 utilisateurs dessus, un petit site, enfin une petite API. Donc c'est pas énorme en termes de volume. Et pourtant, on était sur MySQL à plus de 4000 requêtes secondes, à peu près en constant. Là, on voit même un extrait de Moniog. Là, on est à plus de 7000 requêtes sur la seconde, principalement que des selects. Du coup, on s'est demandé pourquoi est-ce qu'on avait autant de requêtes select qui partaient sur la base. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on utilisait tellement mal Hibernate que du coup, on chargeait à chaque fois la terre entière. Du coup, on s'est dit, modifier un peu tout notre code Hibernate, ça va être un peu compliqué. On va peut-être essayer de trouver une autre solution. Donc, on s'est dit, on va essayer de changer notre modèle. Donc, on a un modèle qui est assez relationnel. On a même pas mal de redondance cyclique et tout. Mais bon, bref. On s'est dit, on va tout dénormaliser. Comme ça, on n'aura plus trop de soucis. Quand on chargera une entité, on aura son entité, et puis si on veut charger les fils, on ira charger les fils, etc., etc. On s'est même posé la question, si on dénormalise, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas passer sur une solution NoSQL à la rigueur ? Bon, bref. C'était un peu, c'était plein de questions qu'on s'est posées, et puis c'est surtout après on s'est dit, ça va nous prendre énormément de temps, ça va coûter cher, et puis la migration, il va falloir qu'on la fasse en Big Bang, du coup il va falloir qu'on stoppe tous les devs en cours, qu'on fasse ça, enfin bref, c'est peut-être pas la bonne solution de changer le modèle. Du coup on s'est demandé, est-ce qu'on n'avait pas d'autres solutions ? Donc on a été posé la question à la communauté, on a mis une question sur la mailing list des cascodeurs. On a eu différents types de réponses. On a eu la réponse à la Manuel Lécharny, vous descendez bas niveau, vous faites du JDBC, vous allez tout maîtriser, vous allez voir. C'est quand même du travail derrière, il faut gérer les RAW et tout ça. Ensuite, il y en a qui recodent leur ORM maison, juste pour leur entreprise. Pas trop le temps de le faire non plus. Il y a JDBC Template qui permettent d'améliorer, d'aider un peu plus. Et ensuite, il y a Jouk qui est pas mal à la mode avec une API fluente, mais on n'est pas sûr que ça résout notre problème.
Donc là, je me suis souvenu d'un framework que m'avait conseillé un pote en 2007. Et c'était sur une application, en plus il y avait plus de 50 utilisateurs, ça remontait énormément de lignes comptables et tout ça. Il y a eu des fois des problèmes de performance, mais on a optimisé les requêtes, les index, et ça passait. Et ce framework, c'est MyBatis. MyBatis, ça a été créé en 2001. Donc 2001, c'est iBatis, et en 2009, MyBatis. C'est une petite équipe. Le site se lit, l'aide du site se lit en 1 heure. Il y a même un petit livre qui est beaucoup plus petit que le premier. Je vous le mets à côté pour comparer. Et ça reprend les 2 tiers du site. Et c'est ce qu'on appelle un micro-ORM. Alors 2001, c'était aussi l'apparition d'Hibernate. Enfin, c'est pour dire qu'ils sont à peu près... Ça s'écrit en même temps, même niveau de maturité. Alors, ça a un avantage aussi au point de vue développeur, c'est que du coup, le développeur, il va devoir, s'il veut utiliser MyBatis, il va devoir apprendre quoi? Apprendre le Java. Bon, jusqu'à là, ça devrait aller pour des développeurs Java. Et apprendre le SQL. Alors que quand on fait de l'Hibernate ou JPA, généralement, déjà, on commence à apprendre déjà le Criteria Builder. Faire des requêtes en Criteria Builder, c'est chaud. Alors après, on se dit, c'est pas grave, on va faire du SQL, c'est un peu plus simple. Mais alors du coup, on croit écrire du SQL, mais en fait, on n'écrit pas du SQL. Et du coup, on maîtrise pas vraiment les requêtes. Et puis au final, nous, on se retrouvait à la fin à faire directement des appels en natif en SQL, quoi. Donc en fait, on doit apprendre le Java, le Criteria Builder, le HQL, le SQL. C'est pas forcément idéal, quoi. Ça fait beaucoup de choses à apprendre. En termes de debug, en termes de log, c'est pareil. Pour avoir les logs des vraies requêtes qui sont exécutées avec les paramètres, etc. Ça, dans Hibernate, c'est pas natif, quoi. Dans notre fichier de log, on l'a pas. On est obligé d'utiliser des librairies supplémentaires. Quand MyBatis, du coup, on les a. Donc c'est assez simple. Niveau de cache, c'est pareil. On a 2 niveaux de cache. On peut paramétrer jusqu'à 2 niveaux de cache sur Hibernate. Sur MyBatis, il y en a un seul. Et au final, on se rend compte que ça suffit. Parce que, en tout cas, nous, pour notre besoin, ça suffisait. Et puis, du coup, on se perd moins les pieds dedans. Et le niveau de cache, le plus dur, c'est de gérer les révocations. Donc, celui-là, il faut le faire. Et je voulais revenir sur une présentation, je crois, du premier Devoxx France de Neil Ford, qui était abstraction-distraction. Et peut-être que JPA, c'est une abstraction de trop qui nous distrait de ce qu'on veut réaliser. Ce qu'on veut réaliser, c'est comme des CRUD, des créations et tout ça, assez simples. Et apprendre un gros bouquin, alors que pour éviter d'apprendre SQL, peut-être qu'on s'est trompé quelque part. Et le plus embêtant, c'est quand même le fondateur dit c'est bien, j'ai créé un framework, mais le pire pour un créateur de framework, c'est qu'on utilise ce framework pour faire autre chose, alors que ça avait un premier but. Donc peut-être qu'utiliser JPA pour tous les standards dès le début, c'est peut-être pas le bon choix, ou faut savoir le maîtriser par contre. Donc là, je vais faire un petit plat avec la présentation de Brice demain à 15h10, où il faut apprendre à maîtriser ces frameworks, apprendre à comprendre ce que ça fait, quels sont les impacts en termes d'IO et tout ça. Sinon, ça peut avoir des conséquences plus graves. Tu peux nous montrer un peu de code? Je peux. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que là, on avait une petite appli en Hibernate, un petit service REST. Je vais essayer de l'implémenter rapidement en MyBatis. Donc je suis parti sur une stack Spring Boot pour faciliter les choses. J'ai retiré tout ce qui était JPA et j'ai juste inclus à l'intérieur MyBatis et le plugin MyBatis Spring. Du coup, ce que je vais vouloir faire là, c'est déclarer mes DAO. Donc au même titre qu'on a un component scan, en MyBatis, on a un mapper scan qui reprend la même syntaxe, qui va me permettre de scanner un package, moi en l'occurrence. Voilà, donc là je vais scanner tout mon package DAO qui est là. Alors, je suis désolé, mais la résolution n'est pas terrible. Mais... Donc en fait, dans ma DAO, c'est là que je vais déclarer du coup toutes mes interfaces qui vont permettre d'écrire directement mes requêtes. Donc pour l'instant, elle est vide. Et chaque interface peut être liée à un fichier XML pour mapper toutes les requêtes. Mais du XML, Pierre, on est en 2015. Le projet, il va merder. Même Maven arrête. Même moi, ça me fait bip de faire du XML. Mais au final, on va voir que c'est relativement simple de faire des requêtes en XML. Et puis, des fois, on n'a pas le choix, mais on peut s'en passer. Enfin, on va voir comment. Du coup, dans ma couche service, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mon object mapper, donc ma couche DAO, créée, instanciée par MyBatis. Donc mon speaker object mapper. Et puis j'ai un premier service qui doit me retourner la liste de tous les speakers. Donc je vais créer ma méthode getSpeakers. Voilà. Donc là, je crée ma méthode dans l'interface. Et puis, comme je disais, on n'est pas obligé de passer
par du XML, on a un système d'annotation qui nous permet d'écrire directement les requêtes qu'on veut utiliser. Donc en l'occurrence, moi je vais vouloir faire un select. Donc ma table s'appelle speaker. Donc voilà. C'est du vrai SQL ou c'est un HQL que tu écris là? Non, alors là c'est du vrai SQL, c'est vraiment ce qui va être exécuté lorsque je vais appeler le service. Donc je démarre mon petit serveur. Hop. Alors, donc là normalement, j'ai créé le service qui est derrière cette URL. Donc si tout se passe bien, je récupère bien mes 2 speakers. Tu n'as pas montré le DTO, il y a plein d'annotations dedans, je suppose, pour mapper les champs. Non, justement, il n'y a pas d'annotation à partir du moment où il sait qu'il doit retourner un speaker, que j'ai fait correspondre ma classe speaker. Là, pour faire simple, j'ai fait correspondre les noms des champs avec directement les noms dans mon DTO. C'est assez simple. Après, on verra qu'en XML, on peut faire des mappings assez simples, ou même dans les requêtes. Donc là, ce que je vais vouloir faire, du coup, maintenant, c'est faire le getSpeaker, mais avec un ID. Donc je passe un ID en paramètre, je crée ma méthode, et puis c'est le même principe, j'écris mon select, donc ID égale, et là je mets ID. Et du coup, là si je veux mapper, en fait pour lui donner l'alias qui est indiqué ici, c'est l'alias que je mets ici à la lettre d'annotation addParam. T'as pas peur de faire une belle injection SQL comme on fait en JDBC? Bon, là, c'est un long, mais en clair, si j'avais une chaîne de caractères ou même quoi que ce soit, si je veux l'escape, en fait, c'est en utilisant le dièse accolade, du coup, ça fait directement l'escape. Donc j'aurais pas d'injection. Donc, mon get avec un ID doit me retourner Yoon. Ouais. J'ai pas encore de job et de talk là par rapport à avant. Voilà, pour l'instant là je t'ai remonté uniquement les champs qui étaient mappés dans Speaker. En fait Speaker c'est une vue qui a plusieurs liens, qui a un lien vers, qui me remonte le current job. Donc j'ai une liste de tous les emplois, de tous les jobs du Speaker, et puis je vais prendre le dernier. Donc on peut déjà commencer par faire ça. Du coup pour faire ça, je pourrais le faire en select, mais je vais le faire directement en XML, comme ça on va voir comment ça rend. Donc je fais generate statement directement. Voilà, donc en fait je crée une annotation, enfin pas une annotation, une balise, donc il y a une balise select. Avec l'ID ici correspond au nom de la fonction dans mon interface, et je lui donne le type de retour. Alors je vous passe un peu les détails de la requête. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un select sur ma table speaker, j'ai fait une jointure sur emploi, une jointure sur compagnie, et puis j'ai pris l'emploi dont l'année de départ était nulle. Donc jusqu'à là, ok. Et pour compléter mon DTO, si on regarde bien dans ma classe speaker, en fait c'était current job qui s'appelait le nom du champ. Du coup, là j'ai fait un as, en fait j'ai fait un petit alias directement dans ma requête. Ça t'a instancié ton objet automatiquement? Donc voilà, donc ça m'a instancié mon current job, et là on voit même le current job.company, ça m'a également instancié mon compagnie. Donc ça m'a créé tous mes objets. Besoin de rien faire. Donc si je rappelle le getAll, parce que c'était sur le getAll que je l'avais fait, là du coup le current job est bien rempli. Donc tu as bien optimisé les IO là, tu n'as pas tout chargé. Voilà. Donc c'est uniquement parce que j'ai cette vue là, donc si j'avais pas envie de le charger comme tout à l'heure, j'étais pas obligé. J'aurais pu faire autrement. J'aimerais bien le faire également pour le cas simple, pour le getSpeaker simple. Alors ce que je vais faire, une petite technique, c'est juste que je vais appeler le getSpeakers en passant un ID. Je vais retourner dans mon interface, je vais virer mon annotation, et puis je vais aller directement ici, et puis en fait, c'est un système de template, et du coup, je peux écrire des conditions. Donc je peux lui dire, si l'ID est différent de nul, dans ces cas-là, tu vas me rajouter une condition, il faut que l'ID du speaker soit égal à l'ID que je lui passe en paramètre. Donc c'est pareil en XML, c'est pareil, on utilise le dièse accolade. L'avantage, c'est que du coup, dans ma couche service, enfin même ici, en fait, je lui précise un type speaker ou une liste speaker, mais au final, lui, quand il fait la requête, il ne sait pas s'il va en avoir un ou plusieurs.
il se débrouille. En fait, je laisse se débrouiller. Et donc, pour le getID, il va bien me ressortir un seul speaker, et non pas une liste avec un seul élément. Donc là, ça marche. Donc on peut faire la même chose pour les talks. Donc pour les talks, c'est un peu plus particulier parce que du coup, en fait, une fois que je vais avoir récupéré le speaker, il va falloir que j'aille chercher tous les talks qui correspondent au speaker. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle un result map, c'est-à-dire qu'on va essayer de mapper une opération. Enfin, on va faire des opérations après. Result map. Donc le result map, je lui donne un ID. Donc je lui ai dit l'ID speaker, donc il est ici, et lui, il me retourne le speaker. Donc du coup, j'ai juste déporté le result type au niveau de ma result map. Et du coup, je lui ai dit, une fois que tu as effectué mon select sur ma table speaker, après, tu appelles le select getAll, et tu vas me remplir la propriété talk, qui est dans speaker, donc c'est la liste des talks, et puis tu vas me passer l'ID en paramètre. Du coup, lui, il fait un select étoile from speaker, where ID speaker est égal, et l'ID que je vais passer en paramètre. Donc là, tu peux te créer tes vues et choisir les arbres que tu veux charger à chaque fois. Exactement. Si je voulais pas charger les talks dans celui-là, j'ai pas de result map sur cet appel et je pourrais, si j'ai pas besoin des talks, ça sert à rien. Et du coup, là, j'ai bien la liste des talks. Avec tous les talks. Oui. Et enfin, le dernier service que j'avais implémenté, c'est le service d'update. Parce que pour l'instant, on n'a fait que de la lecture, c'était assez simple, et moi, mon but tout à l'heure, c'était de modifier mon Twitter. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est qu'on lui passe un ID, parce que c'est dans l'URL, on passe l'ID du speaker, et on lui passe en body le speaker. Moi, j'ai juste forcé l'ID du speaker dans le DTO qui est en entrée, pas avec l'ID qu'on passe dans l'URL. Bon, ça, c'est pas grand-chose. Et du coup, je vais appeler une méthode update qui me prend un speaker. Donc je crée ma méthode, voilà, update qui prend un speaker. Puis comme tout à l'heure, on met le @param speaker, voilà. Donc là, je peux me créer un update en annotation @update, voilà. Puis l'update, il ressemble à ça. Donc du coup, mon paramètre s'appelle speaker, donc je vais mettre à jour mon nom en allant chercher le nom du speaker, le prénom, le mail, le Twitter, etc. pour l'ID du speaker qui est donné en paramètre. Donc là, l'avantage, c'est que je touche pas au lien, en fait. Je touche pas à talk, je touche pas à emploi, je veux modifier uniquement les champs que j'ai envie sur la table speaker. Ah, tu peux protéger certains champs, en fait. Aussi. Si je voulais pas mettre à jour le nom, par exemple, ou une autre donnée peut-être un petit peu sensible qu'on voudrait pas exposer, genre l'activation d'un compte ou quoi que ce soit, par exemple, on le met pas dans un update, quoi. On fait peut-être un update déporté. Du coup, je vais essayer de te mettre à jour, tiens. Parce que tout à l'heure, c'était moi, ça n'a pas marché. Alors. Donc là, c'est l'ID. Tiens, je vais changer ton Twitter aussi. D'accord. Et donc, ça a bien changé ton Twitter. J'ai toujours mes talks, c'est bon? Oui, tu as toujours tes talks. Ok. Donc, ce qu'on vous montre pas, c'est que c'est quand même un micro RM, donc ça fait pas tout. Par exemple, la création, la requête, faut se la taper à la main. Hibernate le fait, mais me taper la requête de create à la main vis-à-vis de tous les problèmes qu'on a de l'autre côté, c'est un choix. Après, si on a une application avec beaucoup de JPA, il faut comment on migre? Parce qu'on a essayé d'avoir des tentatives tout à l'heure, c'est pas forcément facile et ça va être long. Donc ce qu'on a fait pour éviter les régressions, c'est de blinder la partie test unitaire. Et la problématique qu'on avait, c'est que toute la partie given, c'est-à-dire l'initialisation des données du test, on le faisait en JPA Hibernate. Et on peinait un peu avec les contextes transactionnels, parce que le commit du Hibernate n'était pas fait, donc on était sur un autre contexte. Donc ce qu'on a fait pour simplifier, on a utilisé DBSetup fait par un Ninja Squad. En gros, c'est une librairie qui permet de simplement d'initialiser votre base de données en mémoire, un H2. Et le double effet qu'on a eu, c'est qu'on a divisé le temps de test unitaire par classe quasiment par 5. On est passé de 10-12 secondes à 2 secondes de test, parce que l'initialisation était beaucoup plus rapide. On avait créé des schémas exprès pour ça. L'autre point, c'est que faut maîtriser vos requêtes, faut maîtriser vos index. Ça sert à rien de rajouter des critères si vous ne rajoutez pas d'index. Et
connaissaient les particularités de Postgre, de MySQL, de SQL Server et tout ça. Et si je reviens à l'abstraction de tout à l'heure, maintenant je suis dans le monde du big data, et dans le monde du big data, l'abstraction c'est le SQL. Cassandra son SQL, Impala c'est du SQL sur du HDFS, il y a du Spark SQL et tout ça. Donc on est quand même à un niveau d'abstraction qui est accessible à pas mal d'utilisateurs. Par exemple, on a une personne au support sur un ticket, il nous a à la limite corrigé la requête SQL qu'on avait faite. C'était du JDBC template, c'était sur une base particulière. Du coup, pour nous, c'était facile parce qu'il pouvait participer, il avait accès au guide, il pouvait aider. Et même un DB-admin, alors qu'il nous renvoie les requêtes lentes, les requêtes SQL à Hibernate, il sourit d'avance parce qu'il les reconnaît. Et il peut aussi nous aider, si les requêtes sont plus humaines, à les optimiser. Il y a même le cas, il y a un mois, où c'est carrément le développeur front, donc qui fait du Angular, du jQuery et tout, qui m'a dit, attends, la requête, il faudra qu'elle me renvoie ça, et il m'a carrément renvoyé la requête, quoi, parce que pour lui, il avait la vue, il savait ce qu'il voulait. Donc il m'a directement envoyé la requête, il sait faire du SQL comme nous, donc, et de toute façon, j'ai envie de dire, pour un développeur, il faut connaître le SQL. Enfin, si on a une base SQL, il faut connaître le SQL, il faut savoir le maîtriser. De toute façon, quand on développe, quand on débug, on a besoin généralement de faire les requêtes, donc, c'est pas un plus d'apprendre le SQL. Donc nous, on n'est pas parti en Big Bang, comme je disais tout à l'heure, sur le modèle, même sur l'ORM, parce que ça coûtait vraiment trop cher. Du coup, on est parti sur une V2. Donc comme c'est une API, on a créé des nouvelles URL en V2. Et du coup, ces URL-là, on a envie de maîtriser les IO, donc on est en train de migrer certaines URL. Et l'avantage, c'est que du coup, déjà, on va isoler les deux frameworks, parce qu'on a vu avec les contextes, des fois, c'est un petit peu particulier. Ça nous permet de le faire de manière itérative, au fil de l'eau. Et puis, en plus, on va maîtriser tous les risques qui sont derrière, puisque du coup, on va pousser au fur et à mesure juste quelques nouvelles features. Et puis, au pire, on a toujours la V1 pour certains services. Donc, ça va encore. C'est juste qu'on va gagner en performance. La conclusion, c'est que le développeur doit être responsable de ce qu'il fait en termes d'IO, en termes de processus et tout ça. J'ai un copain qui m'a rapporté, c'était aussi du Hibernate, où sur une recette d'une application d'assurance pour faire un avenant, c'était 5 testeurs sur le serveur, donc même pas en même temps, ça mettait 5 minutes pour faire l'avenant dans les V1. Parce que les développeurs, ils avaient utilisé un service, qui utilisait une DAO, qui utilisait une DAO, qui utilisait une DAO, et à la fin, ils savaient même plus ce qu'ils appelaient comme données et ce qu'ils mettaient à jour comme données. Ça fait qu'ils perdaient totalement la maîtrise. Donc plutôt que de venir pleurer derrière le framework qu'il est méchant, il m'aime pas, il faut peut-être aussi redescendre sur les couches basses, maîtriser les IO, maîtriser les requêtes, que ce soit via du JPA ou via d'autres outils. Après, il faut connaître les différents outils avec les avantages et inconvénients et les maîtriser. Et avant la question-réponse, une petite publicité pour Codeur en scène. C'est le 26 novembre de cette année. C'est à Rouen, à 1h d'ici, et c'est gratuit. Et le CFP ouvre bientôt. On a un peu plus de 5 minutes pour les questions. Oui ? C'est pour une data source, oui. Donc nous, on a plusieurs data sources et on est capable de switcher de data source. Alors, j'ai eu le cas où la requête est passée pas en H2, elle est passée en MySQL, elle était performante. C'est juste que j'utilisais plus un bug de MySQL qu'autre chose. Donc, dans les cas H2, moi, ça m'a enlevé la couverture de test. Après, le cas où tu es un éditeur, tu dois supporter Oracle, DB2, Postgre, MySQL, c'est franchement pas le bon choix. Par contre, si tu as une application où tu as une base et que tu dis je vais utiliser GPA pour faire une migration dans 1 an, 2 ans, peut-être qu'on la fera jamais la migration. Ça répond à ta question ? J'ai eu le cas. Ouais. C'est à toi d'écrire les requêtes, donc il n'y a pas de magie, quoi. Du coup, il n'y a pas de compatibilité comme ça. Ouais. Moi, je me suis assis sur la couverture d'une méthode de test à cause de ça. Ouh. D'autres questions ?
Alors, le framework fonctionne comme ça. En fait, tu as une injection Spring et après, ça va te mapper ton XML et tes classes et ça va t'instancier le bin automatiquement. Ah, pardon. On a vu que c'était par une interface. Et la question, c'est est-ce que c'est possible d'avoir un bin? Je vois pas le rapport. Non, parce que l'interface, ça va juste se servir à instancier ton MyBatis. Ça va pas te remplacer la partie requête. Et de toute façon, en général, quand tu vas beaucoup tester si ta requête est bonne lors de ton test unitaire. Donc si tu remplaces ta requête, autant que tu moques ton DAO et que tu testes ton service pour moi. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire en XML qu'on ne peut pas faire par annotation? Alors, tu me corriges, Pierre, mais tout ce qui est mapping un peu personnalisé, tu peux pas les faire. Bah, rien que le result map. Ouais. Tout ce qui est t'as des result map. jointures, comme là, il y avait une liste de talks à récupérer pour un speaker. En une requête, tu vas pas y arriver, quoi. Donc, à partir du moment où tu commences à avoir un mapping comme ça, tu es obligé de passer en XML. Et c'est toujours sur un niveau, le XML. Donc, dès que tu veux vraiment optimiser tes IO, tu vas se passer par le XML. Après, j'ai un peu trollé, mais c'est pas la mort non plus. Alors, je vais juste faire la personne avant. Alors, moi, je ne l'ai pas fait. Je ne conseille pas forcément de doubler les requêtes pour les tests unitaires. En fait, on parlait du cas où pour les tests unitaires, c'était une base montée H2 en mémoire. Après, tu peux changer le dialecte de la base H2. Tu prends celui que tu veux. Alors, moi, je suis tombé sur un cas avec des group by et tout ça où ça ne marchait pas. Mais vas-y, après là-bas. Le marketing trop poussé de Juke pour troller. En fait, on ne voyait pas l'apport d'avoir un DSL pour faire notre requête SQL. On ne voyait pas ce que ça allait corriger. Bah, pour moi, c'est un peu comme du SQL. Enfin, tu as quand même une surcouche au-dessus de ton SQL, quoi. Et au final, moi, ce que je voulais, c'était vraiment maîtriser les champs que je veux remonter, la table que je veux taper exactement. Enfin, c'est encore une abstraction. Après, on a testé, on va dire rapidement, parce qu'on savait que MyBatis, derrière, on avait déjà un peu plus étudié en amont. Et on a vu que ça pouvait être un potentiel, un bon potentiel. Donc on a regardé Juke, on a vu qu'il y avait une surcouche, on s'est dit, ça va peut-être nous remplacer en fait une distraction par une autre. Alors que nous, ce qu'on voulait, c'était faire du SQL pour vraiment maîtriser nos 4000 requêtes secondes. C'était vraiment, il fallait répondre rapidement en plus. Donc. On n'a pas beaucoup poussé non plus sur Juke, ça aurait pu faire l'affaire. Il y avait une autre question derrière. C'est magique. En fait, alors par défaut, savoir dans la dernière version, ils ont activé le cache par défaut. Et donc, en gros, on définit un nom de cache et on peut le définir sur un select, c'est-à-dire entre deux selects sur la même table, tu peux définir deux caches différents. Et ensuite, dans tes updates, tes creates, tes inserts, tu vas mettre un petit attribut XML qui va vous dire de révoquer ce cache-là. Donc, je crois que c'est un élément que tu rajoutes dans le. Ouais, c'est une décoration. Ouais. En fait, tu utilises nous on utilise le pool on utilise le manager de transaction de Spring et le pool de connexion utilisé avec Spring comme pour Hibernate. On utilisait la même source de données en fait. C'est juste la couche basse qui a changé, la couche d'accès, c'est la même. C'est une minute. On va vous libérer alors. Merci.